Ici, nous avons un accès à la rivière. Et que penses-tu de tout ce territoire en aval? C'est beaucoup trop cher pour nous, Siméon. Il faut qu'on l'achète. Si n'importe qui vient prospecter, nous aurons perdu tout ce que nous avons fait en 6 mois. Tiens, c'est mon apport pour la concession. Je partirai à l'aube. Je peux atteindre Pretoria en 4 jours. Et tu seras de retour dans 10, hein? Oui, et dans 6 mois, toi et moi, nous serons riches. Bonne nuit, Jerry. Bonne nuit. Mettez-le sur un cheval et emmenez-le à la ferme. Où suis-je? Qui êtes-vous? Stella de Zwigter. Et vous? Lee. Siméon Lee. Je suis là depuis quand? Ça fait 3 jours. Vous seriez mort en quelques heures si on ne vous avait pas trouvé. Merci. J'ai été mordu par une lionne. Oui, je sais. J'ai extrait la balle de votre morsure. Très bien. Je me suis fait attaquer par mon associé. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour des diamants, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, ils sont en sécurité. Et votre carte, juste un peu froissée. Est-ce que vous êtes seul à vivre dans cette ferme? Mon père en est désolé, mais il craint que je ne finisse vieille fille. Je vais vous apprendre l'afrikaner. Comment dit-on à votre santé? Howiki. Howiki? Non, Howiki. Howiki. Oui. Fahal Sefa. Voilà, c'est que... Route. Route. Siméon? Siméon? Siméon!
40 ans plus tard. Je vous souhaite un joyeux Noël. Pour vous aussi, monsieur. Et merci beaucoup. Quel froid. Je crois que c'est le dernier bon repas que j'aurai fait avant la nouvelle année. Qu'allez-vous faire pour les fêtes de Noël, cher inspecteur Japp? Je vais les passer dans ma famille, en Écosse. J'espère qu'ils arrêteront de chanter faux. Je vais penser à vous, inspecteur Japp, assis seul devant mon humble repas. Pour Poirot, ce sera un Noël très calme, avec ma radio, peut-être un livre, et une boîte de délicieux petits chocolats belges. Au fait, Poirot, pensez à moi le lendemain de Noël, et quand vous ouvrirez ceci. Oh, merci beaucoup, inspecteur Japp. Bonne fête, Poirot. Joyeux Noël à vous et à votre femme. Ah oui, monsieur. Voilà, mademoiselle. Et très très bon Noël pour vous. Ça va, je ne suis plus un enfant. Allez, faites-les monter. Monsieur Siméon lit. Oui. Vous les avez apportés? Sortez tous d'ici. Là. Voilà. Ah. Ah oui, monsieur Dicker. Monsieur Dicker, mon radiateur est devenu froid et il y a une fuite. Je regrette, nous ne pouvons pas intervenir. Oui, il faut absolument le réparer. Au mieux qu'après Noël. Dans une semaine? Oui, c'est ça. Vous moquez de moi, enfin, c'est une honte. Pardonnez-moi, monsieur Poirot, mais non, je suis complètement débordé de travail en cette période de fête. Et même avec la meilleure volonté, c'est ça. Au revoir, monsieur. Je ne pourrais rien faire. Oui, j'écoute. Hercule Poirot? Oui, en effet, c'est Hercule Poirot qui parle. Je cherche un détective qui vienne s'installer dans ma demeure pour les fêtes de Noël. Non, ne dites pas non trop vite, écoutez-moi d'abord. Le superintendant Sugden de la police du Shropshire m'a parlé de vous. Mais je ne connais pas. Qu'importe que vous le connaissiez, puisqu'il vous connaît. Monsieur, ma vie est en danger. Auriez-vous reçu des menaces, monsieur Lee, Siméon Lee.
Oui, vous devez venir ici pour comprendre. Dites-moi, s'il vous plaît, monsieur Lee, est-ce que vous avez le chauffage central? Quoi? Oui, bien sûr. Très bien. Poirot sera chez vous demain soir. Donnez-moi, je vous prie, votre adresse. À votre bon cœur, s'il vous plaît. Pour aider nos pauvres, à votre bon cœur. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Madame, pour aider nos pauvres pour Noël. Avez-vous fait votre choix, monsieur? Oui, merci beaucoup. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer ce qu'est le potage Windsor, je vous prie? Eh oui. C'est une soupe de Windsor. Ah, je vois, oui. Ben, j'en prendrai donc pour commencer. Une soupe Windsor. Ensuite, je prendrai des côtelettes d'agneau grillées et des haricots verts, voilà. Puis-je partager votre table? Mais je vous en prie. Oui, c'est un plaisir de quitter enfin Londres et son atmosphère exécrable. C'est effroyablement bruyant. Mais vous êtes anglais, non? Je me suis absenté pendant quelques années. Parlez-moi de vous. Je suis espagnole. Avez-vous vu des choses de cette guerre civile, paraît-il, très meurtrière? J'ai vu tomber une bombe qui a fait exploser une voiture. Tout ça n'a pas l'air de vous troubler beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes vivant et demain, vous serez peut-être mort. Votre ami sera triste et votre ennemi, lui, sera très heureux. Et vous ne pourriez pas pardonner à vos ennemis, señorita? Non. Ça, jamais. Si j'avais un ennemi, je lui couperais la gorge. Comme ça. Mais je ne souhaitais pas devenir votre ennemi, señorita. Vous m'affirmez que ce potage est délicieux. Oh oui, monsieur, c'est ça le potage à la Windsor. Que venez-vous faire en Angleterre? Je me rends chez des amis quelques jours. Ils sont très riches. Ils habitent une maison qui s'appelle Gorston Hall. Mon Dieu. Qu'y a-t-il? Vous devez être la fille de Jennifer, c'est ça? Ma mère s'appelait Jennifer. Ah, je suis Harry Lee. Jennifer était ma sœur. Et la famille vous attend, n'est-ce pas? Oh oui. C'est plus qu'ils n'en font pour moi. Il se prend pour Dieu le Père, tu sais. C'est le rôle qu'il préfère. Oui, je crois qu'il est extrêmement ennuyeux. Mais ennuyé ou non, c'est notre devoir d'être ici, Magdalene. Bien entendu, c'est aussi pour d'autres enjeux considérables. Nous ne devrions pas nous abaisser à accepter ça. Pourquoi ne pas lui demander tout de suite la part du magot? Écoute, il m'a bien fait confiance l'année dernière. Que va-t-il se passer à sa mort? La plus grosse partie revient à Alfred et à moi-même. Et vous n'avez pas un autre frère? Non, non, non. Harry est mort il y a bien longtemps, mais ne parle plus jamais de lui ici, je t'en prie. Il avait un caractère affreux. Ton père aussi a des choses à se reprocher, George. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? La dernière fois que j'ai parlé avec ton père, il m'a fait des révélations horribles. Il a dit des choses. Oui, oui, bon. Il ne faut pas prendre tout au sérieux. Ce n'est pas la seule chose qu'il dit, figure-toi. Il est très âgé et sa santé n'est plus très bonne.
dois toujours te plier à ses caprices, Alfred. Sois compréhensive, Lydia. Il est très vieux. Il devient plus vieux et plus tyrannique. Oh oui, et pourquoi avoir Georges et Magdalene encore à Noël? Oh, père n'a pas vu Georges depuis longtemps, mais il est très bon avec nous, tu sais, Lydia. Et... Oh, Alfred. Magdalene est particulièrement mauvaise avec nous. Le fait que Georges épouse une femme de 20 ans plus jeune que lui m'a rendu très sceptique. Il est toujours aussi fou. Je suppose qu'elle lui apporte quelque chose dans son existence. Oui, qu'y a-t-il, Horbury? Pardonnez-moi, monsieur. Est-ce que je pourrais utiliser la voiture? Monsieur Lee m'a demandé de prendre quelques invités à la gare. Encore des invités? Oui, une minute. Voilà, entrez. Nous venons de voir Horbury et il nous a dit que... Oh, Lydia, mon enfant. Quelle belle couleur tu as là. Il y a dit qu'il y aura d'autres invités pour Noël. S'il te plaît, Lydia, redresse ma jambe, veux-tu? C'est terrible d'être vieux, mon enfant. Quelles sont les personnes qui vont arriver? Eh bien, en premier lieu, il y a mon vieil ami, Hercule Poirot. Qui est-ce? Un ami. Et il y aura Pilar. Mais qui est Pilar? Pilar Estravados, la fille de Jennifer, ma chère petite fille. Mais je ne le savais pas. Oh, ce sera sûrement une très grande fête de Noël avec tous mes enfants et petits-enfants réunis autour de moi. Quant aux autres, Alfred, ce ne sont pas tes affaires, ça ne te regarde plus, un point c'est tout. Parce qu'il y a encore d'autres personnes? Ton frère Harry. Voyons, c'est évident. Que pensez-vous de cet accoutrement, ma chère? Des chaussures de ville et des guêtres. C'est le déguisement indiqué pour un week-end à la campagne. Il y a tellement de cire pour faire tenir ces moustaches ridicules que l'on se croirait au musée Grévin. Miss Estravados? Oui. Monsieur Siméon m'a chargé de vous conduire. Monsieur Harry Lee? Bien sûr. Je vais m'occuper des bagages. Monsieur Poirot? Vous êtes donc un ami de ce vieux bâtard de Siméon? Je suis un ami de Monsieur Lee, oui. Ne vous fatiguez pas à l'appeler Monsieur Lee. Vous pourriez vous y perdre, mon cher, car nous serons certainement quelques-uns à Gorston ce week-end. Et je suis l'un d'eux. Harry Lee, enchanté. Hercule Poirot. Pardon? Poirot. Hercule Poirot. Français? Non. Et je suis l'oncle très lointain. Dites-lui votre nom, Pilar. Pilar Estravados. Vous devriez vous entendre, pauvres exilés. Alfred? La voiture arrive. Mais qu'est-ce que tu fais? Je rédige une lettre à mon père en prenant soin d'utiliser les mots les plus durs possibles. Une lettre? Est-ce qu'une lettre fera évoluer les choses, à ton avis? Mon Dieu, quel bonheur de vous revoir. Vous êtes Tressiliane. Ça fait si longtemps, Tressiliane. Monsieur Harry, c'est vous. Toujours là, oui. Oh mon Dieu.
Et toujours cette bonne vieille demeure à la décoration lugubre. Vous n'avez pas l'air très robuste. Hercule Poirot est un détective, pas un garde du corps, monsieur. Ah, c'est vrai. Et c'est mieux ainsi. Vous êtes ce que l'on appelle un cerveau. Mes fils sont complètement irresponsables. Il y a de par le monde des milliers d'enfants mieux qu'eux. Mais ils sont nés du mauvais côté de la barrière. Ma famille, en fait, me déteste. Il est aisé de voir pourquoi, monsieur Lee. Ils sont surtout jaloux de moi. C'est souvent le cas pour les gens qui sont vieux et riches. De toute façon, je vais leur annoncer quelque chose et je crois qu'ensuite ils me détesteront pour de bon. Que voulez-vous? Vous vouliez voir Miss Extravados, monsieur. Elle est ici. Très bien. Une petite minute. Que voulez-vous que je fasse ici, monsieur Lee? Gardez vos yeux et vos oreilles grands ouverts. Dites-moi alors que dois-je voir et que dois-je entendre? Vous le saurez quand la chose arrivera. Tressilian a monté vos bagages dans votre chambre, monsieur. Merci. J'ai été particulièrement méchant dans ma vie, Pilar. Qu'est-ce que tu penses de ça? Les nonnes disent que vous, les hommes, êtes méchants. Les nonnes? Je ne regrette rien. J'ai apprécié chaque moment de ma vie. J'ai toujours trafiqué, volé, menti, exploité les gens. Et en ce qui concerne les femmes, tu es choqué, Pilar? Pourquoi serais-je choquée? Parce que les hommes désirent les femmes, sans cela ce seraient des femmes insatisfaites, qui iraient à l'église prier. Toi, tu es le diable en personne. Mais tu aimes que je sois près de toi, grand-père. Oui, tu as raison, mais il y a longtemps que je n'ai pas eu le plaisir de voir quelqu'un d'aussi jeune et merveilleux que toi. Ça agrémente ma fin prochaine. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Je sais très bien que tu n'es pas venu ici pour écouter radoter un vieux fou, mais pour l'argent. Très bien. Je vais te faire voir quelque chose. Je les ai fait revenir d'Afrique du Sud. Ils étaient au musée de la compagnie à Pretoria. Ce sont les tout premiers diamants que j'ai trouvés dès mon arrivée. C'était aussi ma première mine. Mais ce ne sont que des pierres grossières. Parce qu'ils ne sont pas taillés, mais ce sont des diamants très purs et d'une qualité rare. Pourquoi ne pas les avoir fait tailler? Parce que je ne les aime que comme ça, voilà. Je les ai tous récupérés pour moi. Le soleil brille, l'air est doux, exhale un parfum de verveine qui agrémente la douce quiétude de cette fin de journée. C'est aberrant que ce soit ces républicains soi-disant pacifistes qui les forçaient à prendre l'initiative de ce conflit. Donc, je dis, Généralissimo Franco, je suis de votre côté. Oui, il est toujours rassurant d'entendre l'opinion d'un expert en la matière. Puis-je vous offrir un verre, Pilar? Vous êtes très bronzé. Est-ce que vous étiez aussi en Afrique comme votre père? Non, seulement 1 an ou 2. J'étais le plus souvent en Argentine, mais j'ai également vécu à Macao. Oh, j'ai bien peur de ne pas connaître ces pays. Voulez-vous m'excuser? Désolé. Excusez-moi. Je me rappelle qui est Hercule Poirot. C'est un détective. Oui, je l'avais dit justement. Je ne peux pas croire. Non, la police, c'est un détective privé. Mais pourquoi ton père l'a invité? Excusez-moi, monsieur. Qui a-t-il, Herbury? Monsieur Lee désirerait voir tout le monde. Entrez. Alors, c'est bien vous, maître Charlton.
Oh, je suis désolé de vous déranger à cette heure, mais c'est vraiment très urgent. Je voudrais que vous me rédigiez un nouveau testament. Asseyez-vous, ce ne sera pas long. Oui, bon, il y a très longtemps maintenant que l'autre testament est fait, mais les choses ont changé, voyez-vous. Oh non, je ne voudrais pas gâcher votre Noël, mais apportez-le demain matin, c'est ça. Oui, au plus vite, oui. Oui, non, je ne suis pas encore mort. Au revoir. Ah, vous avez des têtes lugubres. Oh, voilà des manières. Harry, je t'aurais reconnu n'importe où. Même après toutes ces années d'absence, tes goûts vestimentaires sont aussi burlesques qu'avant. Content de vous voir, père. Vous avez l'air de bien vous porter. Fort heureusement, je ne vous ai pas demandé à tous de monter pour le plaisir de voir vos tristes mines renfrognées. Mais pour vous annoncer que je vais réorganiser certaines choses maintenant que nous avons 2 personnes de plus dans cette maison. De qui s'agit-il? Et de Pilar, qui va habiter cette maison avec nous, naturellement. Et Harry, qui a décidé de regagner le bercail définitivement. Harry va habiter ici avec nous? Cela n'a pas l'air de te plaire. Harry est aussi mon fils, tu sais, George. Bien entendu, cela signifie pour moi économie sur différents postes de dépenses. Et en premier lieu, je compte diminuer ta rente, George. Mais vous ne pouvez pas faire ça, père. Et comprenez donc à quel point mes dépenses sont élevées. Oh, oui, c'est ta femme qui te perdra. Elle pourrait se mettre à la couture, par exemple. Même ma femme savait faire ses vêtements. Et là, c'était l'une des plus stupides qui m'ait été donnée de rencontrer. Vous n'avez pas le droit de parler de notre mère de cette façon. Le droit. Le droit. C'est vous qui n'avez aucun droit ici. Vous êtes des simples disparés, des nabos sans cervelle. Est-ce que l'un d'entre vous a seulement réussi à me donner un petit-fils, non? Ne vous énervez pas. Vous préféreriez me voir mort, je le sais. Sortez tous. Allez, sortez. Dehors. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il est fou. Je te préviens, Alfred, c'est à toi de t'en occuper. De quoi veux-tu parler, George? Je pense qu'il est grand temps de faire appel à un médecin. Un médecin, pourquoi? Il n'a pas du tout l'air d'être malade. Il est clair qu'il n'a plus toute sa tête. 2 docteurs, en fait. Mesdames, venez. Et puis-je vous annoncer, monsieur l'inspecteur? Et je vous en prie, Tressiliane. Monsieur Lee m'attend, je pense. Nous allons prendre un café. Ces messieurs nous rejoindront après. C'est par ici? Oui. C'est merveilleux que vous ayez pu venir, Pilar. Oui, c'est un immense plaisir pour moi de faire la connaissance de mes oncles et tantes et de cette grande maison. Je lui ai écrit au bout de 7 ans. Au bout de 7 oui, ans, mais je pouvais le faire avant, car j'avais des bandits à mes trousses. Ah bon, et pourquoi? Lors d'un cocktail, j'en ai touché 2 mots à ce Buffy. Et, comme vous le savez, il est très écouté de la PM. Oui, et donc je... Et qui était-ce? Monsieur Sagden, le jeune inspecteur de police. Tu pourrais faire attention. Je suis désolé, monsieur Tressiliane. De toute façon, tu n'as pas le droit de toucher à cela. Qu'est-ce qu'il veut, cet inspecteur de police, au juste? Il fait une collecte pour les orphelins de la police. Ah. Et vous pensez qu'il obtiendra quelque chose ici? Oui, j'en suis persuadé. Il va encore neiger cette nuit. J'aime pas ce temps-là. Oui, c'est vrai, nous allons encore être coupés de tout. Bonne nuit, mesdames. Vous allez au cinéma? J'espère, oui.
Vite, ça provient de la chambre de père. C'est fermé. C'est fermé. Père. Père. Il faut enfoncer cette porte sans attendre. Mais c'est impossible, elle est bien trop solide. Allez, vite, ce banc fera l'affaire. 1, que se passe 2, 3. Essayons encore. Quel était cet horrible bruit? 1, 2, 3. Encore, mais avec plus de force. 1, 2, 3. Essayons près de la serrure. 1, 2, 3. Je sens qu'elle va céder. Allons-y. 1, 2, 3. Père. Mon Dieu, père. J'ai oublié mon carnet. Je ne l'ai pas vu, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il se passe quelque chose en premier, monsieur. Oh, monsieur l'inspecteur, j'allais justement téléphoner à la police. Je voulais me servir du téléphone de monsieur Lee sur son bureau, mais on m'a dit de ne rien toucher. Quoi? C'est le vieux monsieur Lee, monsieur Siméon. Il a été tué. Enfin, assassiné. Mon Dieu, quel capharnaüm. Je vous en conjure, ne touchez à rien. Très bien. Je vous demande de quitter cette pièce. Qui êtes-vous? La police. Je suis l'inspecteur Sugden. Vous êtes venu vraiment très vite. Que tout le monde attende en bas, s'il vous plaît. Allez-y. Excusez-moi, mais rien ne doit être touché ou déplacé. Mais elle le sait, ça. Mademoiselle, vous avez pris quelque chose sur le sol. C'est vrai. Vous l'avez dans la main. Donnez-le-moi, s'il vous plaît. Ah, vous êtes certainement Monsieur Poirot. Monsieur l'inspecteur? C'est une chance d'avoir un détective sur place. Peut-être bien, oui. Restez ici, voulez-vous? Regardez. N'y touchez pas. C'est ici qu'il avait mis ses diamants. Ils ont disparu. Qu'est-ce que vous faites ici, Bo? Je suis venu vous sortir de cette cacophonie. Monsieur l'inspecteur Sugden avait décidé d'appeler Scotland Yard de toute façon. Alors j'ai argumenté que vous n'étiez qu'à quelques kilomètres. Pour moi, il s'agit du travail d'un maniaque.
C'est votre théorie, c'est ça? Oui, il n'y a aucun malade mental dans le proche voisinage, donc c'est l'homicide d'un maniaque. Pouvez-vous expliquer alors comment ce tueur maniaque aurait été admis dans la maison de M. Lee? La seule porte qui était ouverte était celle de la cuisine, et le personnel n'a pas vu sortir de malade mental. Oui, Oh, pardon. Non. Entrez, Monsieur Poirot. Excusez-moi, messieurs, mais je suis revenu avec l'inspecteur Japp. Japp? Oui, oui. De Scotland Yard? C'est un réel plaisir pour moi, inspecteur. Merci, monsieur. J'admets que pour vous, c'est de la routine, inspecteur Japp, mais dans notre région, les affaires de meurtre sont assez rares. J'imagine, en effet. Bon. J'étais justement sur le point de poser à Monsieur George Lee la question cruciale. Ah oui? Et qui est bien sûr, Monsieur Lee, où étiez-vous au moment du meurtre? Mais j'étais ici. Je téléphonais. J'ai appelé mon agent à Westoningham pour parler affaires. Donc vous vous trouviez dans cette pièce précisément quand vous avez entendu du bruit au premier? Une chute d'abord et un cri perçant. Oui. Monsieur Poirot m'a dit que des diamants avaient disparu du coffre, c'est bien ça? Oui, et je vais faire venir quelques hommes en plus de Shrewsbury pour fouiller cette maison de la cave au grenier. Mais la disparition des diamants n'est pas une indication significative. Pardonnez-moi, mais je ne vous suis pas, inspecteur Sutton. Oui, Monsieur Lee m'a téléphoné hier dans l'après-midi pour me demander de passer le voir à 8h15 et faire un point de la situation avec moi. Et il m'a demandé de préciser au majordome que je collectais des fonds pour des œuvres de charité. Ah. Oui. Monsieur Lee est une personne importante dans le pays, donc j'ai fait ce qu'il a dit. À mon arrivée, il m'a dit que des diamants bruts d'une valeur inestimable avaient disparu le jour même de son coffre. Enfin, il le croyait. Il le croyait? Ce qui est certain, c'est qu'ils avaient disparu, mais seulement 2 personnes avaient pu faire ça. Et l'une d'entre elles pouvait le faire pour blaguer. Je n'ai pas encore rencontré une personne dans cette maison, cher inspecteur, qui aurait éventuellement un si piètre sens de l'humour. N'aurait-il prononcé le nom de cette personne par hasard? Non, pas du tout, inspecteur Japp. Mais c'est drôle, à un certain moment, il m'a demandé de sortir et de revenir 1 heure plus tard, prétextant qu'il voulait réfléchir pour savoir s'il s'agissait bien d'un vol ou d'une blague. Je dois vous avouer qu'à partir de cet instant, j'étais circonspect envers Monsieur Lee. Mais concernant les 2 personnes qu'il suspectait, est-il possible que l'une fasse partie du personnel et l'autre de la famille, par exemple? Et si c'était la famille, il préférait ne pas en parler. Ah oui. Et peut-être même que ma visite était justement programmée pour leur faire peur. Donc, vous êtes sorti? Oui, bien sûr. Je n'avais vraiment pas le temps de rentrer chez moi, donc j'ai attendu dans la voiture. Cette histoire me tourmentait. Alors j'ai décidé d'invoquer l'oubli du carnet de souscription pour prétexter une excuse qui me permettait de revenir. Le diable est passé par là. Siméon Lee était un homme chétif, vieux et fragile, n'est-ce pas? Et regardez ça. Ça vous inspire-t-il quelque chose, inspecteur Japp? C'est un véritable champ de bataille et non un petit salon bien tranquille. Mais... Cette porte était fermée à clé, mais vous dites? Oui. Et je peux? Oui, oui. Les seules empreintes relevées sont celles de la victime. Oui. Vous observez ces légères stries à l'extrémité de la clé, inspecteur Japp? Elle a été tournée de l'extérieur, à l'aide d'une longue pince. Pourquoi, mon ami? Tout ça pour nous faire croire que Siméon Lee a fermé cette porte et ensuite s'est suicidé? Un suicide bien étrange, n'est-ce pas? Il aurait retourné le mobilier de la sorte et crié comme une bête avant de passer à l'acte. Supposez que M. Lee montre plus de résistance que le meurtrier ne l'espérait. Et cette perte de temps le force à quitter les lieux très vite, sans avoir le temps de remettre les meubles en place. Et il pouvait aussi sortir par une des fenêtres. Elles étaient bien verrouillées. Oui, celle-là, elle est... Non, elle est bloquée dans cette position pour la ventilation. Cependant, il n'est pas impossible que Siméon Lee se soit réellement suicidé, en faisant croire qu'il s'agit d'un meurtre. Et pourquoi aurait-il fait ça? Parce que Siméon Lee était un homme rancunier, inspecteur Japp, et il n'avait aucune estime pour sa famille. Terrible. Inspecteur Sutton, puis-je savoir ce que mademoiselle Estravados a ramassé sur le plancher de la chambre de M. Siméon Lee? Hier soir? Oui. Ceci. Ah. Dans les histoires de détectives, ce sont ces petites choses qui résolvent les grandes énigmes. Qu'en pensez-vous? Une petite cheville en bois et un anneau en caoutchouc. Gardez-les si vous voulez, au cas où elle serait utile à votre enquête.
Je n'en parlerai pas à la police. Non, je ne veux pas vous priver de ces objets, mon ami. Dites-moi, sur quels critères vous êtes-vous fondé pour me recommander à Monsieur Lee? Ce n'est pas moi. À quelle heure êtes-vous sorti hier soir? Juste après 8 heures. Je suis allé au cinéma à Westry. C'est à peine à 10 minutes en bus. Et quelqu'un vous a vu? J'étais avec une jeune fille. Ah oui. Le nom de cette jeune fille? Doris Buckle, monsieur. Elle travaille dans une laiterie qui est située sur Markham Road. Je n'ai rien à voir avec ça, mais je le jure, monsieur. Et qu'avez-vous à dire pour les diamants de Monsieur Lee dérobés dans son coffre? Mais rien. On les avait apportés l'avant-veille. Monsieur Lee a dit qu'il venait du musée de sa compagnie en Afrique. Ce n'est pas très plaisant quand un meurtre se produit dans une maison. Mais personne n'a dit que ça l'était. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous désirez, monsieur? Non, merci. Je jette juste un petit coup d'œil. C'est pour un cadeau de Noël? Oui. Pour votre femme? Non, pas du tout. Je cherche un présent pour un très bon ami. Avec le sens de l'humour, si j'ose dire. Oui. Une bombe fumigène, une araignée géante? Non, merci. Alors, 3 immenses paquets de poivre en poudre ou du poil à gratter en bonbonne? Non, voyez-vous, mon ami est un policier. Alors, il lui faut une panoplie de Sherlock Holmes, le détective privé. J'ai du mal à l'imaginer dans cette tenue. Des cigares. Explosifs? Jamaïcains. Bon. Bonjour, Madame Lee. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Poirot. Pardon, madame, mais je n'arrive pas à bien comprendre ce que vous faites. C'est juste un de mes hobbies, les jardins miniatures. Celui-là vient d'une oasis, et celui-ci sera un vignoble italien quand il sera fini. Ici, c'est un jardin japonais avec ses allées en pierre. Oh, c'est charmant. Monsieur Poirot, pourquoi mon beau-père vous a fait venir à Gorston? Pour dire la vérité, madame, je n'en suis pas sûr. Il avait l'impression que sa vie était en danger. Mais qui pouvait... Il n'a pas spécifié. Il y a des personnes dont il faut se méfier. Horbury n'est que depuis 1 an avec nous et... Dites-moi, madame, au moment du meurtre, votre époux était dans la salle à manger avec monsieur Harry. Où étiez-vous? J'étais dans le salon, je prenais un café. Donc vous étiez seule? Non, la jeune Espagnole était là. Non, elle n'était... Enfin, elle est sortie une petite minute plus tôt. Magdalene est sortie la première. Ensuite, Pilar est sortie. Et vous êtes restée seule? Oui, je suppose, mais je ne sais plus très bien. Qui est arrivé le premier devant la porte de votre beau-père? C'est moi. Attendez. Étant la première sur place, avez-vous vu quelqu'un sortir de la pièce? Oh, bien sûr que non. Dites-moi, monsieur Lee, je vais, j'en ai bien peur, vous poser la question la plus idiote, mais aussi la plus édifiante.
Connaissiez-vous la combinaison du coffre de votre père? Non, personne ne l'avait. Mais il n'était pas bien difficile de la découvrir. Vous devez trouver qui a fait cette horrible chose, monsieur Poirot. Vous devez retrouver l'assassin, je vous en conjure. Très violent et surtout très morbide, tous ces trophées. Les Européens ne sont pas mal non plus dans l'art de la violence, inspecteur Jupp. Ah non, mais cet endroit me donne la chair de poule. Vous êtes trop sensible, mon ami. C'est vrai. Inspecteur Jupp. Qu'y a-t-il, Poirot? Nous connaissons 2 motifs probables pour le meurtre de M. Siméon Lee. Primo, c'est une simple affaire de vol pour les diamants, mais... Et où est passé le premier testament de Siméon? Quelqu'un a peut-être voulu le tuer avant qu'il n'en fasse un autre. Précisément. Non. Attends, il faut faire comme ça. Voilà. Tiens bien fermement la queue de billard en main. Et... Ah, vous êtes ici, bonjour. Harry Lee, je présume. Qui êtes-vous? Et je suis l'inspecteur Zapp de Scotland Yard. Ah, bon sang, on nous envoie les grands pontes. Et je voudrais parler à mademoiselle Estrabados. Estrabados. Oui. En privé. Ne te laisse pas faire, surtout. Et donc, mademoiselle Estrabados. Estrabados, d'accord. Vous comprenez notre langue, c'est bien cela? Ma mère était anglaise. Et je me prétends anglaise sans arrière-pensée. Vous avez un passeport anglais? Il est espagnol. J'aimerais le voir si ça ne vous dérange pas. Il est dans mes bagages, je crois. Donc, votre grand-père vous a demandé de venir d'Espagne. Et vous êtes arrivé ici hier dans la journée, c'est ça? Oui. Dites-moi, mademoiselle, quand vous... Désolé, je pensais trouver le sergent Combs. Je vous en prie, je ne voulais pas vous interrompre. Quand vous avez vu votre grand-père, qu'avez-vous pensé de lui? Qu'il était très très vieux. Il restait assis dans sa chaise et son visage était comme un drap fripé. Mais je l'ai aimé tout de suite. Je me suis dit qu'étant jeune homme, il devait être très beau et plein de charme. Comme vous. Vous êtes encore là, vous? Je vais essayer de retrouver le sergent Combs. Bon, et ces diamants qui ont été volés? Ce n'était pas comme des diamants, mais plus grossiers, un peu comme des cailloux. Alors, il vous les a montrés, c'est bien ça. Et il ne vous en a pas donné un seul, je suppose? Non. Mais j'ai l'impression qu'il l'aurait fait un jour prochain si j'avais été très gentille avec lui et si j'avais pris le temps de lui tenir compagnie. Parce que les vieux messieurs adorent la compagnie des jeunes filles. Dites-moi, mademoiselle, qui est le voleur à votre avis? C'est Horbury. Pourquoi dites-vous cela? Il a le visage d'un voleur. Ses yeux font ça. Il a un regard de chat et il écoute aux portes. Où étiez-vous quand le crime a été commis, mademoiselle Estrabados? J'étais en haut, dans ma chambre. Je me rappelle que le maître d'hôtel s'apprêtait à servir le café. Je me suis aperçue que je n'avais pas de mouchoir. Donc je suis remontée au premier. Je me suis assise à ma table de maquillage pour me refaire une beauté. Et quelques instants après, j'ai entendu un hurlement et tout le monde courir. Alors je suis sortie aussi. Je vois. Et vous étiez bien toute seule dans votre chambre et quand Siméon Lee est mort? Oui. Oui, j'étais toute seule. Sergent, venez voir. Vite. C'est la chambre de qui? Et celle d'un membre du Parlement et de sa femme.
Savez-vous à quoi je pense, Poirot? Non, inspecteur Japp. Et à quoi pensez-vous donc? Je crois que ce meurtrier est sûrement une femme. Voilà ce que je crois. Et pourquoi croyez-vous cela? Eh bien, Siméon Lee était un homme âgé, d'une grande faiblesse. Ah oui, monsieur Siméon Lee était un homme d'une fragilité extrême. Ah oui. Alors comment expliquez-vous que le mobilier de sa chambre ait été projeté dans toute la pièce, comme c'était le cas? Je pense qu'il ne se serait pas débattu autant face à un homme, c'est sûr, mais contre une femme. Inspecteur Japp, vous avez très bien pensé encore une fois, et je tiens à vous en féliciter. Ah bon? Mais plus sérieusement, inspecteur Japp, les membres de la famille, y compris les femmes, ont tous un alibi au moment où se perpétrait le meurtre. La délicieuse Magdalene Lee a l'air d'une belle écervelée, et pourtant c'est dans ses bagages qu'on a retrouvé la boîte vide. Si j'avais volé les diamants, est-ce que j'aurais été assez stupide ou folle pour laisser la boîte dans mes effets personnels? Pouvez-vous me dire où vous trouviez à l'heure du meurtre, Madame Lee? Dans le salon, je crois. Dans le salon avec Madame Lydia Lee. Non, pas avec elle. Je suis venue ici pour téléphoner. Et quelqu'un aurait pu vous voir? Non. C'était un appel privé, et j'étais seule. Et combien de temps cela a duré, Madame Lee? Je n'ai rien à voir avec vous. Répondez à la question. Comment le savoir? 10 à 15 minutes? Peut-être 25. Vous savez combien il est difficile d'obtenir un numéro le soir. C'était donc un appel longue distance? Oui, bien sûr, ça l'était. Je ne vois pas comment j'aurais pu appeler quelqu'un qui ne soit pas de ma condition dans ce trou perdu. L'un des deux ment. La charmante Magdalene ne pouvait pas être seule dans le salon pour téléphoner, puisque son mari nous a déclaré avoir passé un appel du salon à la même heure. Exactement. Peut-être allons-nous les démasquer grâce à ce détail, inspecteur Japp. Il y a une autre chose à laquelle je pense, moi. Garçon, Madame? veuillez aller me chercher mes lunettes sur la table de ma chambre. Votre chambre, madame? Quelque chose n'est pas très britannique, je pense, dans ce meurtre. Plaît-il? Cette sorte de rugissement, c'est pas trop notre style, ça. Que prendrez-vous, Poirot? Oh, c'est gentil de m'inviter, inspecteur Japp. Je prendrai un verre de vin blanc sec. Quoi? Un muscadet, par exemple. J'espère qu'ils ont du cidre. Alors, ça va, Hercule? Comment allez-vous? Puis-je vous offrir un verre? Oh non, merci. L'inspecteur Japp m'a déjà invité, merci. D'après ce que l'on m'a dit, c'est la belle Magdalene qui avait les diamants dans sa chambre, je crois. En effet, le coffret, mais pas les diamants. Ah, Monsieur Lee, je vous cherchais justement. oh, vous n'aviez qu'à entrer dans le premier bar. Que voulez-vous que l'on fasse d'autre à la campagne pour passer le temps? Asseyez-vous une minute. Santé. Pourquoi avez-vous décidé de revenir en Angleterre après toutes ces années? Il était temps que la brebis égarée rentre enfin au bercail. Et mon père a décidé pour moi. Il y a 1 an ou 2, il m'a écrit me suggérant de rentrer, donc je suis là. Et monsieur Alfred, que ressent-il après votre retour? Alfred a toujours été jaloux de moi. Lui, il incarne le bien. Il est resté à la maison, c'est un vrai paysan. Dites-moi, monsieur Lee, quel était au juste le but de la confrontation que votre père a eue avec la famille peu avant le dîner l'autre soir? Il a voulu donner un coup de pied dans la ruche, c'est tout. Il les observait comme un chat. Il guettait leur réaction. Quel changement voulait-il faire à son testament, vous le savez? Bon, j'imagine... Et je peux même affirmer que le changement intervenait au bénéfice de votre humble serviteur. Pilar aussi devait en profiter. Avez-vous quelques idées sur ce meurtre, monsieur Lee? J'avoue que je n'y comprends rien du tout. Mais pourquoi la porte était-elle verrouillée? Cela nous a pris du temps pour la casser, pardi. Dans le bureau, il n'y avait que mon père. Et non, personne ne pouvait s'enfuir par la fenêtre. Dites-moi, la porte était fermée de l'extérieur? Non, la clé était à l'intérieur. Vous avez remarqué cela, monsieur Lee? Bien sûr que je remarque ce genre de choses. C'est une de mes habitudes. C'est vrai, mais je dois... Vous permettez, je dois retourner avec mes amis. Je dois avouer que j'étais très inquiet, oui. Vraiment très inquiet. C'était à cause de la surcharge de travail? Oh non, ce qui m'a fait retourner, c'est quand je suis entré dans le hall et que j'ai vu cet étrange bonhomme qui se tenait là. Et puis la voix de Harry qui disait « Toujours ici, Tressilian? Vivant
Le même qu'avant. Je comprends ce que vous avez ressenti, monsieur. Oh, ceci m'est apparu, monsieur, comme si le passé n'existait plus du tout. L'impression de me réveiller après un long sommeil et de me retrouver avec monsieur Harry et monsieur George. J'ai parlé de ce phénomène avec l'inspecteur Sugden hier soir. Moi, j'ai cru voir un mirage. Ceci est plus qu'intéressant, Tressilien. Oui, eh bien... je voudrais éclaircir quelques petites choses avec vous, monsieur Tressilien. Et quand vous avez entendu ce bruit à l'étage, monsieur George Lee était au téléphone. Pouvez-vous nous confirmer cela? Oui, quelqu'un téléphonait, monsieur. Nous en avons la preuve ici, à l'office. Dès que quelqu'un décroche le combiné, automatiquement, ça sonne dans cette armoire électrique. Et votre collègue Horbury, le valet, il est bien sorti, comme il l'affirme, à 8h15. Non, un peu avant ça. Je dirais que c'était juste après l'arrivée de l'inspecteur Sugden. Je me rappelle parfaitement parce qu'il a cassé une tasse à café. Horbury a brisé une tasse à café? Comment ça? Eh bien, il était en train... comment vous dire, d'admirer cette tasse, et à cet instant, j'ai précisé que l'inspecteur de police Sugden allait arriver et il a laissé tomber la tasse. Ça, c'est étrange. Asseyez-vous. Je préfère rester debout. Très bien. C'est au sujet de cet appel téléphonique le soir du crime. C'est bien un appel pour Westeringham que vous avez passé, monsieur Lee. Ah, mon agent dans la circonscription, oui. Vous avez passé votre appel à 7h56 exactement. Oh, je ne peux pas le dire avec autant d'exactitude. Ah, mais nous aussi, voyez-vous, monsieur Lee. Vous avez passé cet appel très précisément entre 7h56 et 8h09. Votre père a été tué, monsieur Lee, aux alentours de 8h15. Donc j'aimerais connaître avec précision votre emploi du temps durant ces 6 minutes. Un standardiste a dû se tromper, à mon avis. Oui, mais quand j'ai fini de téléphoner, j'ai tenté vainement d'obtenir un autre correspondant. C'est vraiment exceptionnel de ne pas obtenir de correspondant au bout de 6 minutes. Est-ce que vous doutez de ma parole? Nous posons toujours ces questions, monsieur Lee, dans ce type d'enquête. Je déteste vos questions, inspecteur Japp. Vous m'envoyez désolé, monsieur Lee. Madame Lee, vous avez déclaré être au téléphone lorsque l'alerte a été donnée et que tout le monde s'est précipité devant la porte de votre beau-père. Et qu'à cet instant précis, vous étiez seul dans le salon. Au téléphone? Mais tu n'as pas téléphoné d'ici, ma chère. Ah bon? Je ne sais pas. J'étais troublée et... Vous maintenez vos déclarations? Georges et moi, ils veulent me faire du mal. Tu sais que pour peu que l'on m'attaque, je ne me rappelle plus rien du tout. Je suis si troublée. Oh. C'est inqualifiable. Je ne tolérerai pas que ma femme soit traitée ainsi. C'est insupportable pour une personne aussi sensible qu'elle. Je vous préviens, je déposerai une motion au Sénat ainsi qu'au Parlement sur les méthodes de la police. Elle va revenir dans moins de 5 minutes, c'est sûr. Quand elle aura trouvé un nouvel alibi, n'est-ce pas, Poirot? Vous savez, inspecteur Japp, ce cas n'est pas simple. Nous devons donc y réfléchir, n'est-ce pas? Mais je n'arrête pas d'y réfléchir, Poirot. Regardez cette pauvre petite chose. C'est le même objet que dans la chambre de grand-père. C'est peut-être un ballon aussi, sauf que le sien était de couleur rose. Vous avez vu un fantôme ou quoi, Poirot? Inspecteur Japp, il se pourrait que j'ai vu un fantôme, en effet. Should men on earth be so sad, since already married and glad? And why should men on earth be
Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur, et joyeux Noël. Ah, Madame Lee. Monsieur Poirot, si vous avez le temps, j'aimerais avoir un entretien avec vous. Je peux vous faire confiance, je le sais, Monsieur Poirot. Vous êtes si gentil. Car voyez-vous, ceci est confidentiel, doit rester entre nous. Je pense qu'il ne faut pas en informer ce policier borné. Je voulais téléphoner à une personne, un ami à moi, un homme. Et je ne voulais pas que Georges puisse l'apprendre. Je sais que c'est mal. Je ne juge pas, madame. Non. Après le dîner, j'ai donc voulu téléphoner. Je pensais que Georges discutait tranquillement au salon avec les autres. Mais après tant d'années. Mais j'avais tous ces bandits à mes trousses. C'est en arrivant devant le bureau que je l'ai vu téléphoner, alors j'ai attendu. Et où avez-vous attendu, madame? Il y a une petite place pour ranger toutes sortes de choses juste derrière la porte. Et je suis restée là à attendre que Georges sorte enfin du bureau. Hélas, il n'en est pas sorti. Ensuite, j'ai entendu des voix et le cri de Monsieur Lee et un grand bruit. De toute manière, même s'il avait raccroché, je ne pouvais pas en parler en face de Georges. Vous comprenez la situation, n'est-ce pas? Oh, Poirot! Voyez centimètre par centimètre et n'oubliez rien. Écoutez ça. Ah, bonjour, sergent. Dites à monsieur Poirot ce que vous m'avez dit. Oui, monsieur. L'inspecteur de police Ogden m'a demandé de faire une enquête afin de savoir pour quelle raison Herbury manifeste une telle appréhension vis-à-vis de la police. En avez-vous trouvé les raisons, sergent? Oui, en effet. Extorsion de fonds dans le comté de Bedfordshire et manipulation de documents. Les faits n'ont pu être prouvés, alors il s'est enfui. Mais il lui était impossible de commettre le meurtre, car sa petite amie a dit qu'il était au cinéma et tout le monde l'a vu quitter la maison avant 8 heures. Oui, je sais. Vexé et hors de lui. Mais continuez, Combs. Oui, monsieur. Nous avons aussi fait une enquête de routine sur Madame George Lee. Magdalene Jones pour l'état civil quand elle habitait sous le toit du commandant Jones à Hambledon et qu'elle se faisait passer en outre pour sa fille, ce qui était faux. Elle a pris ensuite le nom de Madeleine Potts à Willesden, non sans avoir détroussé le commandant au passage, et elle est arrivée dans le New Hampshire. Merci beaucoup, sergent. Je ne crois pas que ce soit aussi simple qu'il y paraît, inspecteur Japp. Car la nuit du meurtre, elle a dit vouloir téléphoner à un homme, mais elle n'a pas pu le faire, son mari téléphonait. Et elle est partie avant qu'il ne finisse. Oui, tout ça a l'air bien compliqué. Quelles sont ces choses ridicules, Poirot? Ah, ces choses, ce sont les jardins miniatures de Madame Alfred Lee. Mais quelle étrange passion d'avoir des jardins miniatures. Et je pense que ce n'est d'aucune utilité. Vous ne pouvez ni vous y asseoir, ni vous y promener. Ah, c'est tout un art, inspecteur Japp. Tenez, regardez. Celui-là, c'est un vignoble italien. Et ça, ici, c'est un jardin japonais. Mais il n'y a que des cailloux, n'est-ce pas? Je savais que les Japonais étaient excentriques, mais à ce point... Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que c'est? C'est un caillou. Très joli. Plus que vous ne le croyez, inspecteur Japp. Le détective belge a fait ses emplettes de Noël. Je vais voir ce qu'il a prévu pour moi. Non, attends une seconde. Ce n'est pas pour moi, je crois. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une moustache postiche. Ah, je savais bien que la moustache de Poirot était fausse. Qu'y a-t-il? Nous aimerions vous parler, si ça ne vous dérange pas. Ah, oui. Très bien, je vais sortir. Je suis désolée, Alfred se repose. Il a très peu dormi cette nuit. Si vous voulez me suivre. C'était la chambre de sa mère. Rien n'a changé depuis son décès. Dites-moi, madame, votre mari était très attaché à sa mère? Oh, il l'adorait. Nous aimerions que vous nous expliquiez ceci. Qu'est-ce que c'est? Des diamants non taillés, madame Lee. Nous les avons trouvés dans votre jardin japonais. Oh,
Mais enfin, cher inspecteur, si j'avais volé les diamants, j'aurais fait un trou dans un endroit isolé et perdu pour les enterrer. Vous n'avez toujours aucune idée concernant l'auteur de ce meurtre? Non, pas pour l'instant, mais nous poursuivons l'enquête. Pourvu que ce soit un étranger et non pas un membre de la famille. Ou bien les deux. Que dites-vous? C'est peut-être un membre de la famille et en même temps un étranger. Cette idée n'arrête pas de torturer les petites cellules grises de Hercule Poirot. La lecture officielle d'un testament intervient généralement et selon les coutumes après les funérailles de l'intéressé. Cette fois-ci, vu les motifs du décès et les circonstances présentes, l'on m'a demandé d'ouvrir le testament et de lire les dernières volontés de M. Siméon Lee. Demandé par qui? Et les parties intéressées, monsieur. Les dispositions de ce testament rédigé il y a juste 10 ans à présent sont très simples. La moitié des biens de Siméon Lee reviendra de fait à son fils, M. Alfred Lee. L'autre moitié sera divisée en parts égales entre ses autres enfants. Alfred est encore et toujours favorisé, comme d'habitude, à ce que je vois. Il va toucher la moitié de la fortune. Je crois que tu devrais t'estimer heureux que mon père te laisse quelque chose. Non, je crois que je ne vais pas aller plus loin. Et est-ce qu'il parle de Pilar? Mademoiselle Estravados n'est pas mentionnée, je regrette. Et la part de sa mère, alors? Si Jennifer Estravados était encore de ce monde, elle aurait évidemment reçu une part égale à chacun d'entre vous. Étant donné qu'elle est morte, la part qui devait lui revenir reste dans le fonds commun et sera partagée entre vous tous. Donc, il ne me revient rien. Mais ma chère, la famille veillera à réparer cela. La part de Jennifer devrait lui revenir. Bien, je dois réellement prendre congé. Alors au revoir, Madame Lee. Et s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, n'hésitez pas. Merci. Je suis d'accord, Harry. Je pense que Pilar doit recevoir la part de sa mère. Ce testament a été fait bien avant la mort de Jennifer, c'est un fait. La loi, c'est tout à fait évident. Et nous nous devons de la respecter. Oh oui, nous sommes tous désolés pour Pilar. Mais comme l'a dit Georges, la loi, c'est la loi. Ma chère, ces problèmes sont déplaisants pour toi. Alors je t'en prie, laisse-nous discuter seuls de cette question. Oui. Oui, je comprends. À tout de suite. Alors, gentlemen, votre curiosité est satisfaite. La famille va donc délibérer, si vous voulez bien nous laisser. Georges, je pensais te connaître, mais je me suis trompé. Tu es un arriviste doublé d'un avare. Tu n'as pas honte. Mais moi, je ne suis pas un parasite. Tu as fait mieux ces 30 dernières années. Tu as vécu constamment au crochet de notre père. Et oui, en tant que membre élu par scrutin au Parlement... Je vous en prie, discutons de tout cela dans la sérénité et dans le calme. Oui. Jennifer est décédée l'année dernière. Et je pense que lorsque Siméon a contacté M. Charlton, il voulait certainement ajouter le nom de Pilar dans le testament. Je crois que c'est à nous, ses enfants, d'assumer ses dernières volontés. Je suis d'accord. Certainement pas. Nous ne devons rien modifier. Considérant que Georges est la seule personne de la famille à avoir réussi une belle carrière, je trouve ignoble que son père lui laisse aussi peu. Oui, tout ceci est assez clair. En fait, dans la famille, Alfred et moi sommes en faveur de ce partage. Georges, lui, est contre, donc la majorité l'emporte. Ce n'est pas une question de voter ou non. Mais la part d'héritage qui me revient est à moi et à moi seul. Et je n'en partagerai pas le moindre penny. Et d'après vous, à qui profite le fait que Siméon Lee n'ait pas eu le temps de modifier son testament? À chacun d'eux, excepté à la petite espagnole. Donc nous pouvons l'enlever de la liste. Oui. Oui. Enfin, peut-être. Non, il n'en est pas question. Mais c'est ton droit, Pilar. Nul ne peut aller contre. Non, je n'ai aucun droit. C'est pour cela que je ne peux accepter. Pilar, ce n'est pas de la charité, ce n'est que justice. Non, vous avez absolument tout gâché. Cette fois, c'est décidé. Je pars. Et tout de suite. J'ai bien compris que vous ne pouvez plus me supporter. En ce qui concerne votre passeport, allez mademoiselle... au diable. Mais qu'est-ce qui se passe? Des problèmes familiaux. Je suis désolée. Alfred et moi, nous avions décidé de lui donner un tiers de notre part d'héritage, mais elle a refusé.
Oh mon Dieu. Grâce au ciel, elle est en vie. Bonjour, Trésillian. Bonjour, monsieur. Et joyeux Noël, Trésillian. À vous aussi, monsieur. Hercule, avez-vous des nouvelles de la jeune fille ce matin? Je vous souhaite un joyeux Noël, monsieur Harry. Oui. Mademoiselle Estravados dort paisiblement. Elle a, je crois, été touchée aussi à la clavicule. J'ai entendu ce qu'a dit le docteur hier soir, mais d'après vous, qui a pu faire une chose pareille? Pardonnez-moi. Alors, qu'avez-vous découvert, quoi? C'est très intéressant, inspecteur Japp. Ce matin, j'étais dans la chambre de mademoiselle Pilar. J'ai ouvert un tiroir et quelle ne fut pas ma surprise à cette d'y trouver ce passeport. Je m'en occupe, moi. J'en attendais pas moins de vous. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe? Joyeux Noël, ma chère Maggie. Bonjour à tous. Si vous voulez bien entrer. Je vous en prie, n'hésitez pas à vous installer confortablement. Mademoiselle Estravados a quelque chose d'important à vous dire. Vous pensez que je suis votre nièce, Pilar Estravados. Mais je ne suis pas votre nièce. Enfin, je ne comprends pas, Pilar. Je ne voulais pas le dire.
Pas encore, mais ce n'est pas honnête. Jusque-là, rien ne portait à préjudice, donc jouer ce jeu, pour moi, c'était amusant. Mais quand Lydia a dit qu'une part de l'argent me revenait, et que cela n'était que justice, j'ai compris que je n'aurais pas le courage d'aller plus loin. Pardonnez-moi. Pilar a été tuée alors que je voyageais avec elle en voiture en Espagne. Je me suis retrouvée sans argent, sans famille, sans but et sans endroit où aller. Alors je me suis dit, pourquoi n'irais-je pas en Angleterre pour devenir riche ? Quand ça a commencé, c'était amusant et même excitant. C'est proprement ignoble. Ceci est criminel. Prendre la place d'une morte pour de l'argent. En tout cas, ce n'est pas ton argent qu'elle risquait de prendre, radin. Alors, je ne suis plus ton oncle, c'est une bonne nouvelle. J'ai bien peur que ce ne soit plus sérieux que cela. Si elle a menti pour cela, elle peut également mentir pour le reste. Je vais vous dire ce que je crois, mademoiselle. Quel est votre nom? Lopez. Conchita Lopez. Écoutez-moi bien, mademoiselle Lopez. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand monsieur Lee s'est aperçu que les diamants avaient disparu, il vous a demandé de venir le rejoindre après le dîner. Ce que vous avez fait, il vous a accusé du vol des diamants et bien entendu, vous avez nié. Oh, mais non! Tout cela est faux. J'ai effectivement quitté le salon après dîner pour monter dans ma chambre, prendre un mouchoir. Et j'en ai profité pour me repoudrer le visage. Ensuite, je me suis dit que si je rendais une petite visite à Siméon Lee, le vieil homme serait très heureux. Quand je me suis engagée dans l'escalier, j'ai aperçu une ombre. Il y avait quelqu'un devant la porte de monsieur Lee. J'ai reculé tout doucement et je me suis cachée dans un recoin sombre. J'avais très peur que la personne me surprenne. Je ne voulais pas qu'elle pense que j'essayais... Je ne me souviens plus du mot. De s'attirer ses bonnes grâces. Oui. Non. Continue, Pilar. Conchita. J'ai entendu cet horrible cri, des bruits de chute, un hurlement. Et quand tout le monde est arrivé, je suis sortie de ma cachette et me suis joint à... Mais attendez une minute. Tout ceci me paraît assez confus. Vous dites avoir vu une personne qui était devant la porte de Siméon Lee ce soir-là. Qui avez-vous vu? Je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas de qui il s'agissait. Il faisait trop sombre pour distinguer, mais... C'était une femme. Sornette! Elle invente n'importe quoi pour se tirer d'affaire. J'ai toujours dit qu'un étranger avait tué mon père. Si vous voulez mon opinion, Siméon Lee, feu votre père, a été tué par quelqu'un de sa famille. L'un de nous, alors. Ça, je le réfute. Oh non. Et chacun d'entre vous avait un motif dans cette pièce. C'est insensé. Baliverne que tout ça. Eh bien, je vais commencer par analyser votre cas, monsieur George Lee. Non, attendez. Vous n'aviez aucun sentiment pour votre père. Vous êtes resté en bon terme avec lui uniquement pour l'argent. Et le jour de sa mort, il envisageait de vous couper les vivres. Mais vous saviez qu'en cas de décès, vous auriez probablement hérité d'une somme très substantielle. Et ceci est un motif suffisant. Je n'ai jamais... Après dîner, vous avez téléphoné du salon. Je peux vous dire que cet appel a duré 13 minutes exactement. Vous aviez donc le temps de monter à l'étage pour assassiner votre père. Et vous prenez bien soin de quitter la chambre en tournant la clé depuis l'extérieur, et ceci dans l'espoir de faire croire à une vulgaire histoire de cambriolage. Mais vous omettez dans votre précipitation de laisser au moins une fenêtre ouverte pour étayer cette thèse maladroite du voleur, et ce fut une stupidité. Mais vous voudrez bien me pardonner l'expression, plutôt du genre stupide, et très souvent les gens stupides sont des criminels en puissance. Je vous interdis de parler à mon époux sur ce ton-là. Ah oui? Ensuite, il y a bien entendu Madame Lee. Elle aussi avait un bon motif. Elle est, je le crois, endettée. Et le ton employé par M. Siméon Lee à ce sujet a dû également la mettre mal à l'aise. Roger, vous savez bien que... Et de plus, elle n'a pas d'alibi. Il n'en est pas question entre nous. Elle a dit vouloir téléphoner, mais elle n'a passé aucun appel. En fait, nous n'avons que sa parole et ses affirmations sur son emploi du temps. Je suppose que ça va être notre tour à présent. Et puis-je vous suggérer cette version des faits? Ce cher Alfred aurait tué son père bien-aimé alors que nous nous trouvions tous les deux dans le salon, par exemple. Eh bien, ceci est très simple, monsieur. Vous et votre frère êtes en très mauvais termes, n'est-ce pas? Oh, ce n'est un secret pour personne. Mais laissez-moi supposer que cette mauvaise entente fasse partie d'un complot. Laissez-moi supposer que vous et lui vous êtes rencontrés quelque temps auparavant. Alors arrive enfin le soir du meurtre que vous avez bien préparé. Non,
Vous êtes tous les deux en grande discussion. L'un d'entre vous reste dans le salon et continue de parler haut et fort pour donner l'apparence d'une altercation. Mais il est seul. Pendant ce temps, son frère monte au premier et commet le crime. Et nous nous occupions de père jour et nuit. Vous êtes diabolique. Mais ce n'est pas une silhouette de femme que mademoiselle Lopez a vue devant la porte de la chambre de Siméon Lee. Mais peut-être que mademoiselle Lopez nous ment, dans le but cette fois de protéger un homme pour lequel elle nourrit des sentiments. Oh non, je vous interdis, vous n'avez pas le Non, droit. c'est faux. En fait, c'est moi que Pilar a vu. Vous, Lydia? Et je m'en veux d'avoir été aussi lâche. D'avoir gardé le silence parce que j'étais effrayée. Vous feriez mieux de dire la vérité, Madame Lee. J'ai repensé à cette scène si déplaisante que nous avons eue avec Siméon, juste avant le dîner. Quand Pilar, je voulais dire Conchita, a quitté le salon ce soir-là, j'avais décidé de m'expliquer avec Siméon. J'allais être très ferme avec lui et lui annoncer qu'Alfred et moi quittions la maison définitivement. Enfin, Lydia! Oui, c'est vrai. J'en avais assez de ces humiliations, Alfred. Donc j'ai frappé à sa porte, mais sans obtenir de réponse. J'ai recommencé, sans plus de résultat. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. C'est alors que j'ai entendu le terrible bruit à l'intérieur de la chambre. Je suis restée figée, paralysée. Ensuite, Alfred et les autres sont arrivés, et ils ont entrepris d'enfoncer la porte. Quand elle a cédé, j'ai vu l'intérieur de la pièce. Il n'y avait absolument personne. Juste Siméon qui était mort. Il n'y avait personne. Vous me comprenez? Personne. Et personne n'en est sorti. Et durant tout ce temps, vous n'avez rien dit? Non, parce que si je l'avais fait, vous en auriez immédiatement conclu que j'avais assassiné mon beau-père Siméon. Non, madame. Quand vous avez entendu ce hurlement effroyable et quand vous avez entendu ces bruits étranges, Siméon Lee était déjà mort. Il était déjà mort? Qu'est-ce que ça veut dire, déjà mort? Ne vous ai-je pas dit, inspecteur Japp, que j'avais cru voir un fantôme? Car en fait, la première apparition, je l'ai eue en visitant une échoppe du village. Et le tenancier de cette échoppe, qui est un garçon très gentil, n'est-ce pas, vend des jeux et déguisements pour les enfants. Et quel est le mot exact? Oui, des farces et attrapes. Vous voudriez nous faire croire que tout cela est une mascarade, un jeu? Non, madame, ce n'est pas un jeu, mais une farce des plus morbides. Le meurtre par lui-même était simple. C'est ensuite qu'intervient la mise en scène. Les diamants disparaissent du coffre que Siméon Lee n'avait pas refermé. L'assassin empile le maximum d'objets les uns sur les autres au centre de la pièce. Ensuite, il passe une fine et résistante cordelette autour de cette tour improvisée. Les deux extrémités de la corde sont réunies et descendues jusqu'au sol par la fenêtre entr'ouverte. La porte est refermée de l'extérieur. Tous les éléments sont en place. Notre meurtrier sort tranquillement de la maison, attend quelques instants et se rend au pied du mur sous la fenêtre de Siméon Lee. Là, il saisit les deux extrémités de la corde. Et finalement passe à la dernière étape de son plan machiavélique. Mais le cri, dites-moi, ce hurlement terrible. Ah oui, bien sûr, le fameux cri de mort de Siméon Lee, le cri d'un homme qui meurt dans la souffrance et rend son âme à Dieu. Monsieur Harry Lee est proche de la vérité quand il me parle d'un cri similaire à celui d'un cochon. Et c'est ici qu'intervient mon ami le commerçant du village avec ses objets hétéroclites. Bonjour. Dans cet établissement plutôt excentrique, on y vend de petits ballons longs et roses sur lesquels est dessinée une tête de cochon. On les appelle le cochon qui meurt.
On les gonfle comme les autres ballons. Mais ils sont munis à leur extrémité d'une cheville de bois retenue par un embout de caoutchouc pour retenir l'air. Notre meurtrier avait placé un de ces ballons dans la pièce et attaché la cordelette à l'extrémité de cette baudruche. Son forfait accompli, il ne restait plus à notre assassin qu'à tirer la ficelle pour récupérer les débris du ballon, ne laissant dans la pièce que la petite cheville de bois et le petit anneau de caoutchouc. Mais vous savez, le principal indice dans cette affaire m'a été donné bien involontairement par Tressilian, le maître d'hôtel. Il m'a dit qu'il avait eu un étrange pressentiment, comme si le passé revenait. Il a dit qu'il avait l'impression de voir un mirage, comme s'il revivait le passé. C'est une chose très simple qui a déclenché ce sentiment étrange, ce malaise. C'est quand il a vu M. Harry Lee, quand ce dernier est entré dans la maison. Que Dieu me pardonne, c'est ce vieux Tressilian. Monsieur Harry, c'est vous? Et quand vous avez vu le visage de M. Harry Lee, vous avez su pourquoi. Mais que diable, expliquez-vous? Car le visage de M. Harry Lee ressemble trait pour trait à celui de son père. Mais la ressemblance est encore plus frappante si vous observez le portrait de Siméon Lee accroché dans l'entrée. En effet, tous les hommes de la famille Lee ont quasiment le même visage. C'est parfait, Poirot. Tout ceci me paraît très clair, pas de doute. Mais qui est donc ce meurtrier dont vous nous parlez, Hercule? Ah, je reconnais bien le brave inspecteur Japp, toujours présent pour aider Poirot à accomplir sa tâche. Eh bien, inspecteur, avant de répondre à votre question, il est nécessaire que nous fassions un petit changement de décor. Suivez-moi. J'espère que vous savez ce que vous faites, Poirot. Bonjour, Madame de Zwigner. Nous aimerions voir votre fils, s'il vous plaît. Oh, mon Dieu. Il ne s'agit en fait que de la disparition d'un homme diabolique. Rappelez-vous la mauvaise réputation de Siméon Lee. La façon dont il a brisé le cœur et gâché la vie de sa femme à cause de ses nombreuses maîtresses. Et rappelez-vous aussi le nombre d'enfants illégitimes qu'il a engendrés et délaissés. Je comprends qu'un homme qui est né, pardonnez-moi, madame, du mauvais côté de la barrière, ne puisse qu'exacerber les traits de caractère hérités de son père. Sa fierté, sa patience et son esprit de vengeance, madame. C'était ma vengeance, ma fierté, mon désir de revanche. Et moi, je n'ai pas hérité de M. Siméon Lee. Je n'ai jamais rien eu de Siméon Lee. Non, rien. Et vous attendiez. Car vous et votre fils avez suivi Siméon Lee. Vous avez attendu. Oui, 40. Et vous avez insufflé à votre fils votre idée de vengeance. J'ai sauvé Siméon Lee de la mort. Il s'est servi de moi. Et ensuite, il a disparu, nous laissant seuls, moi et mon enfant. Votre fils a changé d'identité. C'était nécessaire pour sa carrière. Et ça lui permettait d'attendre. Et rien, durant cette vie, n'a été important à vos yeux, hormis la destruction totale de Siméon Lee. Siméon Lee méritait sa mort, contrairement à sa vie où il ne méritait rien du tout. C'était un... Entrez, inspecteur. Qu'est-il arrivé? Alors maintenant vous comprenez, inspecteur Japp. Vous pouvez voir pourquoi Tressilian s'est senti si désorienté. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les raisons de ce profond désarroi ne m'avaient pas effleuré l'esprit, en fait. Jusqu'à ce que je me rende à la boutique pour acheter les fausses moustaches et que j'applique ces moustaches sur le portrait qui trône dans l'entrée.
La ressemblance était extraordinaire. Vous voulez dire que je ressemble à Siméon Lee? Vous êtes exactement comme Siméon Lee. Veuillez pardonner ma franchise. Vous ressemblez vraiment beaucoup à votre père. Et également comme votre père. Vous êtes prêt, bien sûr, à attendre des années si nécessaire pour assouvir votre vengeance. Et votre vengeance a été terrible. Vous avez ensuite organisé votre mise en scène. Mettant en place méthodiquement tous les indices qui feraient penser que le crime que vous veniez de commettre était l'œuvre d'un occupant de la maison. Alors que vous-même en étiez absent. Vous vous êtes assuré que Tressilian remarquait bien votre départ de la maison. Je crois qu'il va encore neiger ce soir, j'en ai bien peur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous vous êtes arrêté à mi-chemin. Attendant un long moment pour que la famille ne puisse faire un rapprochement entre votre visite et le crime. Ensuite, vous êtes retourné vers la maison. Arrivé devant la fenêtre, vous activez votre mécanisme diabolique, qui simule à la perfection les bruits d'une courte lutte et le cri d'un supplicié. Pour parfaire votre alibi, vous trouvez une excuse pour revenir dans la maison. J'ai oublié mon carnet. Je vous prie de quitter cette pièce. De cette façon, vous vous trouviez idéalement sur place pour enquêter sur votre propre crime. Ceci est une invention pure et simple. Ce sont des suppositions mensongères. Non, 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 inspecteur Sugden. Vous aussi, comme votre père, rien ne peut vous arrêter pour réaliser vos sinistres entreprises. En qualité d'officier de police chargé de l'enquête, vous étiez bien placé pour cacher les diamants dans un endroit où ils seraient faciles à retrouver. Vous avez procédé de la même manière avec le coffret. Ceci dans le but de faire accuser un innocent. Il y a pire encore. Mademoiselle Lopez, incidemment, vous a mis dans l'embarras quand elle a dit « Je crois que lorsqu'il était jeune homme, grand-père a dû être beau et plein de charme. Comme vous. » Vous saviez qu'elle ne pouvait être au courant, mais cela vous a troublé. Je vais essayer de retrouver le sergent Combs. Elle avait vu la ressemblance. C'était gênant. De plus, c'était elle qui avait découvert l'embout du ballon. J'ai ramassé exactement la même chose dans la chambre de grand-père. Il devait avoir un ballon. Soudain, vous avez eu peur. Vous avez pensé qu'elle pourrait faire le rapprochement entre les deux. Et à partir de ce moment, le destin de Mademoiselle Lopez était déjà scellé. Fort heureusement pour elle, dès le premier coup reçu, elle s'est mise à crier très fort, vous obligeant à laisser votre besogne inachevée. Madre de Dios. Harold Sugden, je vous arrête sous l'inculpation de meurtre avec préméditation de votre père, Siméon Lee. Puisse son âme finir en enfer. Je suis désolé, maman. Nous avons bien fait, Harold.
Venez, finissons-en. Angels from the realms of glory, wing your flights o'er the earth. Ye who stand creation's story, now proclaim Messiah's birth. Gloria in excelsis Deo. Alors dis-moi à qui tu téléphonais hier. À ma couturière, pourquoi? À 8h du soir et la veille de Noël, c'est assez bizarre. Et pourquoi le vieux Siméon vous avait-il demandé de venir d'après vous? Parce que l'inspecteur de police, Sugden, voulait avoir un expert dans les lieux pour enquêter et prouver que lui n'était pas impliqué, bien sûr. Donc il a suggéré à Siméon Lee de m'inviter. Mais Sugden a nié ce fait, je crois. Parce qu'il ne voulait pas que l'on sache qu'il avait eu des contacts avec Siméon Lee avant mon arrivée au manoir. Monsieur Poirot, inspecteur Japp, vous nous quittez déjà. C'est avec regret, madame, mais hélas, nous avons un train à prendre. Monsieur Lee? Monsieur Poirot, je voulais vous remercier. Oui, merci pour Non, tout. non, non, ne me remerciez pas, madame. Mais je trouve très triste d'avoir fait votre connaissance dans ces circonstances. Au revoir, madame Lee. Monsieur Poirot, je voulais vous dire au revoir et vous remercier, monsieur. Mademoiselle Lopez, puis-je vous suggérer à l'avenir de ne plus changer votre identité? Cela vous causera, j'en suis persuadé, beaucoup moins de complications. Harry et moi, nous allons à Paris. Elle sait qu'elle est en sécurité avec un vieil homme comme moi. Mais j'en suis certain, monsieur Harry. Au revoir. Hein, parce que... Joyeux Noël, inspecteur Japp. Oh, Poirot, comme c'est gentil à vous. Oh, je ne vous ai pas remercié pour mon cadeau. Oh, j'espère que vous les aimez. Oh, oui, je les aime vraiment beaucoup. En fait, ils ont une merveilleuse couleur et en plus tricotés à la main. Et Émilie a beaucoup de goût et elle a passé plusieurs mois à tricoter ses gants. Bon, n'oubliez pas de la féliciter pour son talent et pour lui dire que son ouvrage est remarquable. Et je le ferai, je le ferai. Vous ne les mettez pas tout de suite? Non. Ah non, mon ami, je les garde pour les grandes occasions. J'envisage de les mettre uniquement pour aller à l'église.